Aujourd'hui, à Option Région, on rencontre Nathalie de Raspe, qui est la directrice générale du journal Ensemble. On a aussi une entrevue avec Roméo Bouchard qui va nous parler d'une part d'un livre qu'il a lu, qu'il a beaucoup aimé, Le Centre du monde. Roméo va nous parler également de son coup de cœur, le porc bio de Le Breton. Et moi aussi, j'aurai un coup de cœur, c'est les bobettes de Normandin. Vous allez voir que c'est pas mal ce qui se fait de mieux. On reçoit maintenant Nathalie de Raspe, qui a occupé différentes fonctions dans le monde journalistique. Elle a été, entre autres, sur la Fédération professionnelle du journalisme pendant 6 ans. Et maintenant, elle a décidé de relever un nouveau défi qui est de prendre la direction du journal Ensemble. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que le journal Ensemble, ses orientations, ses objectifs? Oui. Alors, le journal Ensemble, c'est d'abord une coopérative. C'est une coopérative de presse de journalisme indépendant qui a été fondée par Nicolas Falsimègne de la région de Trois-Pistoles au tournant des années 2011. Juste avant le sommet international des coopératives, il y a eu un premier sommet qui a eu lieu à Lévis. Il y avait beaucoup de gens du milieu communautaire, évidemment, qui s'étaient rassemblés pour essayer de rallier les forces du milieu. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas de médias associés aux coopératives. Et c'est à l'invitation de Claude Belland, ancien directeur général du Mouvement des Jardins, que Nicolas Falsimègne a lancé le journal, puisqu'il y a déjà eu un journal à l'époque qui s'appelait le Journal Ensemble, et qui donnait justement des nouvelles du mouvement coopératif. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de relever ce défi-là? Parce que dans le fond, c'est pas nécessairement facile, le monde des médias. Nicolas a fait une tournée des régions il y a de ça 3 ans. Et on s'était rencontrés à ce niveau-là et on a parlé du journalisme en région. Il faisait vraiment le portrait de tout le journalisme en région et on a discuté pendant 2 bonnes heures. Il m'a parlé du projet d'ensemble du journal et je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant. Son éclairage, sa vision, son approche, bref, on a tout de suite sympathisé. Nicolas se lançait dans de nouveaux défis. Il a développé une microbrasserie tout récemment. Donc, il m'a demandé de prendre la relève de la présidence. Il m'a proposé, en fait, de joindre les rangs du journal. Et puis, au niveau du CA, en fait, on m'a proposé comme présidente et j'ai accepté. J'ai accepté de relever le défi. C'est un défi qui n'est pas facile, mais j'entends fédérer justement le mouvement coopératif et peut-être à ce niveau-là pouvoir développer des projets qui sont porteurs et aussi avoir de temps en temps des parutions papier. Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ou nous décrire un peu les dernières publications que vous avez faites? On essaie d'avoir un équilibre entre justement la promotion du mouvement coopératif en ciblant quelques coopératives qui ont des approches ou qui méritent d'être connues de par leur originalité ou des coopératives qui vont être en démarrage, par exemple, par des groupes de jeunes. Donc, on essaie d'avoir de temps à autre, de publier des textes au niveau vraiment de faire des portraits, si vous voulez, de coopératives et aussi des entrevues. On apprécie particulièrement les entrevues avec des gens qui sont en train de bâtir un nouveau monde, en fait, parce on se le cachera pas, on est actuellement dans une transition assez importante au niveau de la société et j'aime bien donner la parole à des gens qui sont peut-être moins connus, mais qui ont des idées pour faire avancer la société. Souvent, on va pointer du doigt les choses qui ne vont pas bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à changer les choses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse parce que dans le journalisme, en fait, il y a 1000 façons d'écrire une nouvelle, on le sait bien, mais notre approche ensemble, ce que je souhaite en partager, c'est vraiment les bons coups qui se font. Pour sortir un peu du marasme et du cynisme dans lequel on vit actuellement. Quand on regarde les médias traditionnels qui sont en crise, là, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, est-ce qu'on peut penser que le fait qu'ils aient utilisé le cynisme depuis plusieurs années contribue à leurs problèmes? Puis comment est-ce que tu vois l'avenir des médias traditionnels? Je pense que les 5 années à venir vont être déterminantes.
Actuellement, il y a vraiment un changement de paradigme à ce niveau-là. Déjà, ça a commencé, c'est pas dire de toute façon, ça a commencé avec les blogueurs. Tout le monde a décidé qu'il y avait quelque chose à dire. Et tant mieux dans un sens. Bon, les gens ont eu besoin de s'exprimer sur la place publique. Maintenant, le danger de ça, c'est qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi et qui avancent des faussetés. Et c'est difficile pour le commun des mortels qui n'a pas suffisamment, qui n'est pas suffisamment outillé de départager justement le vrai du faux. Parce que ça prend quand même une culture assez forte et il faut s'abreuver à différentes sources si on veut vraiment avoir une analyse fine. Malheureusement, les médias aujourd'hui ne nous permettent pas cette analyse-là parce qu'on n'a plus le recul, on ne prend plus le temps d'analyser. On veut réagir à chaud et réagir à chaud, ça suscite parfois des bien mauvaises réactions au niveau du public et on le voit, des chroniques. Bon, je lancerai pas la pierre à qui que ce soit, mais il y a des chroniqueurs qui font d'excellents salaires avec ça, parce que c'est le clic aujourd'hui. Et c'est bien dommage, parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc, si on revient à la question, comment ça se développe, parce qu'il y a aussi eu la multiplication au niveau de la télévisuelle, il y a eu la multiplication des chaînes qui fait que quelqu'un qui aime les sports ne se consacre qu'à écouter des sports. Alors, il n'est plus impossible de politiser ce monsieur-là, qui, entre deux émissions de sport, pouvait attraper un bout de nouvelles. Maintenant, il n'écoute que le réseau des sports, mais ce n'est pas avec ça qu'on va voter. Et moi, j'ai toujours dit, je le martèle, l'information est la première démocratie. Et à l'heure actuelle, l'information est vraiment, mais vraiment en péril, plus que jamais. Les journalistes ne sont plus à l'abri. Autrefois, on pouvait voyager dans le monde. Si on avait notre carte journaliste, automatiquement, on était protégé. Maintenant, on devient la cible. Pour paraphraser, rappeler une phrase populaire, ne tirez pas sur le messager, en fait. On est là pour justement apporter un meilleur éclairage, pour favoriser une plus grande démocratie. Et ça, il faut quand même le rappeler. Maintenant, la multiplication des blogueurs, tout le monde a son opinion sur tout, mais malheureusement, c'est la phrase choc, comme en politique d'ailleurs. Une phrase choc qui est martelée, 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 ça devient une vérité. On le voit avec Trump aujourd'hui qui multiplie les faussetés et puis qui a réussi à se faire élire sur des mensonges. Au moment où tu dis que on est dans un monde en changement, puis ça, je pense que tout le monde conçoit qu'on est dans une phase de transition, on pouvait penser qu'on s'en allait vers un monde plus juste, plus écologique, parce qu'un peu partout sur la planète, il y a des gens qui proposent ce genre d'orientation-là. Mais au moment où on pensait qu'on s'approchait de ça, tout d'un coup, il arrive un personnage comme Donald Trump qui est totalement l'inverse de tout ça. Comment t'expliques ça? La peur a toujours bien fonctionné. La peur est très prolifique pour les despotes et les pervers narcissiques du genre de Trump ou de Poutine. Et on n'a pas allé si loin que ça. Nos propres gouvernements fonctionnent aussi sur la peur. Et ça fonctionne, mais c'est encore là. Le travail des journalistes, c'est de rappeler des bonnes informations. On l'a vu au Québec, on est en train de diluer tellement les cours d'histoire qu'on n'a plus de mémoire, on perd la mémoire, notre propre mémoire. Et ça, c'est très, très inquiétant. Parce que si on voit comme à Montréal, par exemple, qui est une ville cosmopolite, et c'est formidable parce que ce mixage de nationalités est très bénéfique et très porteur pour une société. Sauf qu'il faut quand même conserver des racines. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et ça, c'est important. On est un peuple au Québec qui a travaillé extrêmement fort côte à côte avec les Autochtones. Si on n'avait pas été si près des Autochtones, si on n'avait pas embrassé leur savoir, on n'aurait pas survécu. Alors, c'est des choses dont il faut se rappeler et qu'on est un peuple fort. Et malheureusement, au Québec, on a perdu cette fierté-là. Et là, on est dans une apathie actuellement
qui est extrêmement déplorable. Alors, on discute pour discuter, on est bon, mais quand vient le temps de passer à l'action, c'est difficile. Et on a les médias traditionnels qui nous martèlent toujours pour tenter de nous faire, pour nous maintenir dans la peur. Et ça fonctionne. Si on se rappelle, par exemple, le printemps érable avec les étudiants dans la rue, eh bien, si vous étiez au Saguenay, vous aviez l'impression que c'était le chaos total dans les rues de Montréal, alors que c'était totalement faux. Ça a été des rencontres, des manifestations qui ont été pacifiques, qui étaient circonscrites à des petits coins de rue. Ça s'est fait vraiment dans une très grande démocratie, mais on a voulu faire passer ces étudiants-là pour des anarchistes qui allaient tout briser sur leur passage, alors que, en fait, manifester, ça fait aussi partie de la démocratie. Quand on est mécontent d'un système, d'un gouvernement, il faut bien prendre les outils qu'on a. Et la manifestation, ben, c'est un d'entre eux. C'est un des outils. Alors, il y a des dérives qui sont dangereuses actuellement. La gauche n'existe pratiquement plus. Je vais vous donner un exemple. Ensemble, on nous dit de gauche, un média de gauche. Mais j'ai horreur de ces connotations-là. Parce que depuis quand la justice est à gauche? Pourquoi la justice devrait être à gauche? La justice n'est pas ni à gauche ni à droite, la justice est droit devant. La démocratie, c'est la même chose. L'environnement, la protection de l'environnement, dès qu'on parle de protection de l'environnement, on dit les écolos gauchistes. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On martèle des messages pour faire passer les écologistes comme des extrémistes. D'ailleurs, le gouvernement Harper a bien réussi. Il parlait des écologistes extrémistes. Mais depuis quand tenter de sauver l'avenir de nos enfants est extrémiste? Il y a beaucoup d'organisations qui prônent à peu près les mêmes directions, un monde plus juste, un monde plus démocratique, un monde plus écologiste. Mais il me semble que ces organisations-là ne sont pas très unies. On pourrait dire qu'il y en a beaucoup, mais il n'y a pas d'union. Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à rapprocher ces gens-là, puis qu'à ce moment-là, leur force de frappe soit plus importante, parce qu'on le sait que quand on est uni, on est plus fort que quand on est divisé? C'est l'argent qui pourrit un peu les relations. Parce qu'actuellement, tout le monde est tellement assoiffé. On le voit, le regroupement des groupes écologistes, le regroupement des groupes, écologistes du Québec se bat actuellement pour essayer d'obtenir des fonds, parce que année après année, on gruge dans les budgets. Les organismes communautaires, c'est la même chose. Il n'y a pas d'appui de la part du gouvernement. On veut les faire taire. Alors, vient un moment où ces organismes-là se cannibalisent. Parce que si la maison est en feu, et puis vous voyez que la maison du voisin flambe également, quelle maison allez-vous sauver en premier? La vôtre. On se retrouve dans un goulot d'étranglement et au niveau de l'information, c'est la même chose. On a de moins en moins d'accès à une information qui soit juste, honnête, et les groupes d'information ont été rachetés par des multinationales, donc on passe les messages, c'est les grands groupes. Hein? Où allez-vous lire sur les coopératives, outre la semaine des coopératives qui a lieu une fois par année? Mais en dehors de ça, on n'en parle pas du mouvement coopératif. On donne des semaines thématiques et on dit, ben voilà, là, on a parlé de vous, maintenant, ce sera l'an prochain. Alors que c'est pas comme ça. Au niveau de l'économie sociale et solidaire, on le voit aujourd'hui. Tout se construit, mais il faut quand même donner une place dans les médias. C'est difficile, mais n'empêche, il y a tellement c'est un tsunami auquel on assiste. Et ça a démarré par la base. Et ça va monter. Donc, ça fait que se multiplier. Au niveau de l'environnement, il y a des choses aussi formidables, des initiatives exceptionnelles aussi, auxquelles on assiste, même si on les voit pas dans les grands médias. Les réseaux sociaux font le travail et l'information se partage malgré tout. Et ça va être inévitable. Ça va être inévitable, on va arriver à un changement. Bien, Nathalie, je suis persuadée qu'avec la direction, avec l'enthousiasme que tu mets dans le journal Ensemble, tu vas certainement contribuer à réunir des gens.
Puis je pense que les gens qui veulent entendre d'autres choses que dans les médias traditionnels, qui veulent voir vers quel monde on s'en va, bien, je les incite à aller voir le site Internet du Journal Ensemble à www.ensemble.coop. Et je suis certain que vous allez en avoir pour votre argent, comme on dit. Bien, merci beaucoup, Nathalie, pour tout le bon travail que tu fais. On reçoit maintenant Roméo Bouchard, qui est un de nos habitués à Option Région. On va parler d'un volume qu'il a lu tout récemment, qui s'intitule « Le centre du monde », qui a été publié et écrit par Emmanuel Walter. Mais je pense que ce n'est pas un essai, c'est beaucoup plus une entrevue, une longue entrevue qui a été réalisée avec Roméo Saganache. Et on parle de ça avec Roméo. Bonjour Roméo, ça va bien? Oui, bonjour, très bien. Bon, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce volume-là? Pourquoi tu as choisi d'abord de lire ce volume-là? Bien, d'abord, je m'intéresse depuis plusieurs années à la question des Premières Nations parce que je trouve que c'est un des problèmes qu'on n'a vraiment pas résolu au Québec, là, la cohabitation, le partage du territoire. Et ce livre-là est tout à fait spécial. Cette journaliste-là a fait une tournée de toute la baie de James, ce qu'ils appellent aujourd'hui le AAU-IP, le pays des cris, dans le fond, avec Roméo Saganache, donc avec le négociateur de la paix des Braves et tout, donc quelqu'un intimement lié à tout ce qui s'est passé entre l'ICRI et Hydro-Québec. Ça se lit comme un roman quasiment parce qu'on se déplace de village en village. Et là, on réalise, dans le fond, nous, la baie de James, pour nous autres, c'est Hydro-Québec. C'est les grands barrages. C'est ce qui a fait du Québec un pays autonome énergétiquement et en énergie renouvelable. Donc, c'est tout au grand honneur du Québec. Sauf qu'on n'a pas réalisé le prix qu'il y a eu à cette exploitation de tout le territoire de la baie de James et de ces grandes rivières. On s'imagine que les cris, dans le fond, étaient quelques-uns, quelques dizaines de perdus dans cet immense pays. Ça ne pouvait pas les déranger tant que ça. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Ce qu'on découvre là-dedans, dans ce voyage-là, c'est que les cris ont dû payer très, très cher cette exploitation que le Québec a faite de tout leur territoire. Pour ces nomades, comme les cris, les territoires de chasse, ça couvre tout le territoire. Hein. Ils vivent de la chasse et de la pêche, et le territoire complet de la baie de James est cadastré, un peu comme les fermes chez nous, tu sais, qui sont toutes des lots un à côté de l'autre. Et quand tout à coup, il faut être arrivé avec l'inondation des rivières, le détournement des grandes rivières, tous les systèmes d'eau, ça a été un véritable bouleversement total. C'est pour ça que les CRI ont exigé de négocier et ont obtenu une compensation importante et ont obtenu le gouvernement autonome, qui est le premier gouvernement régional autonome de tout le Québec. En même temps qu'ils ont essayé de sauver les meubles, parce qu'ils voyaient bien que ça allait forcément se faire par ça, ils ont réussi à tirer par un bon parti de tout ça pour se mettre leur peuple de l'avant et obtenir des compensations extrêmement importantes qui leur permettent des développements importants. Mais il reste que c'est une sédentarisation rapide à laquelle on les a obligés et avec tous les résultats de déracinement que vivent ces populations actuellement. Roméo, dans le fond, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que quand on a une grande production d'énergie, il y a des grands dommages qui sont faits. On noie des immenses territoires. Puis ce que ça a contribué, c'est de faire en sorte que toutes les traditions, les territoires de chasse, tout ça, c'était éliminé. Ça, comme tu disais, ils sont partis d'un mode nomade à sédentaire assez rapidement. Là, ça doit faire un changement assez drastique. Ah oui, c'est
C'est vraiment considérable. Puis ensuite, c'est une région qui actuellement est une des régions les plus affectées par le réchauffement climatique, au niveau de l'impact sur la faune, sur la flore, sur les glaces. Donc, c'est une région. Ensuite, la sédentarisation a fait qu'il y a un boom de natalité absolument incroyable. On construit des maisons sans arrêt, mais il en faudrait 10 fois plus. Et à travers tout ça, s'élabore une forme de solution aux problèmes territoriaux, de partage du territoire avec les Premières Nations, ce qui est pas encore appliqué du côté des Inuits, mais le modèle de la paix des Wraps est un modèle unique, qui règle une grande partie du problème de la cohabitation et du partage des usages du territoire. Alors, je pense qu'il faut absolument lire ça pour sortir de nos vieux préjugés là, sur la question des Premières Nations et la façon de les régler et la façon de permettre à ces peuples-là d'arriver à se gouverner par eux-mêmes. Et peut-être nous aussi, parce que c'est des premières fois qu'un récit qui implique les Premières Nations, Roméo Sagana explique que l'indépendance du Québec devrait aller de pair avec l'indépendance des Premières Nations. En d'autres mots, si on veut créer un gouvernement autonome au Québec, ce serait parfait de s'allier avec les Premières Nations et de leur assurer que dans ce Québec-là autonome, les Premières Nations auront leur gouvernement autonome. T'sais. On connaît à peu près rien de cet immense territoire-là. Tout à fait. C'est la moitié, si on inclut les Inuits, là, les Inuits, c'est-à-dire, c'est pratiquement la moitié, plus de la moitié de tout le territoire du Québec. T'sais. Et c'est des ressources énormes qui sont là. Il faut arrêter de dire, parce que ils vont être bientôt 20 000, les Cris, c'est 20 000 personnes sur un immense territoire comme ça. Il faut arrêter de penser le problème en termes statistiques, que les Premières Nations sont une quantité négligeable. C'est pas vrai. Bien, merci beaucoup, Roméo. Puis, en terminant, est-ce que tu aurais un coup de cœur cette semaine? Oui, j'avais envie de vous parler, mais on aura l'occasion d'en reparler sûrement à l'automne, mais de l'expérience du Breton, qui est un grand intégrateur porcin et qui a un abattoir porcin très important à Rivière-du-Loup. Et ce type-là, actuellement, est en train de convertir toute sa production porcine en régie biologique. Ce qui paraissait pratiquement, quand on a fait les grands débats contre les porcheries industrielles sur fumier liquide, ça nous paraissait souhaitable, utopique. Hein? Mais on disait c'est vers ça qu'il faut aller. Eh bien, ce n'est pas l'UPA ou je sais-tu d'autres mondes qui sont en train de faire cette conversion-là. C'est un intégrateur privé qui a fait l'expérience avec deux porcheries industrielles de plus de 2000 cochons depuis quelques années pour mettre au point la façon d'élever des cochons de façon biologique, des cochons qui sont dehors, qui n'ont pas d'antibiotiques, qui sont sur litière à l'intérieur, etc. Donc, c'est excellent. Et il y a réussi, actuellement, il essaie de convertir ces 200, il y a 200 agriculteurs, 200 éleveurs à travers le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, qui élèvent des porcs pour lui, 300 000 porcs au total. Et il essaie de leur fournir tous les outils pour qu'ils se convertissent au biologique. Parce que lui, il a découvert un marché extrêmement important, entre autres aux États-Unis, et pour le biologique et le porc naturel, de sorte que, finalement, il essaie d'expliquer à beaucoup d'autres producteurs porcins que c'est la meilleure façon de s'en sortir au Québec dans l'élevage porcin, que d'avoir une production qui est de créneaux, qui nous permet
de vente beaucoup plus cher. Ce que ça indique, c'est que deux choses. D'abord, c'est qu'on est vraiment dans un monde en changement. Là. On est en train de changer. Puis ça veut dire aussi qu'il y a une véritable révolution qui est en train de se passer dans le monde agricole. On va en reparler cet automne parce que c'est quand même quelque chose, comme tu disais, ce qui paraissait souhaitable mais qui semblait utopique est en train de se réaliser. C'est une bonne nouvelle. Et par des entrepreneurs privés, en plus, c'est assez paradoxal. Merci. On va les encourager, comme on dit. Merci beaucoup, Roméo. Au plaisir de se reparler prochainement. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est les bobettes Bilodeau qui sont fabriquées à Normandin, au Lac-Saint-Jean. Alors que je suis rendu, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs dizaines de sortes de bobettes. La plupart n'étaient pas très confortables, mais là, je peux vous dire que les bobettes Bilodeau de Normandin, c'est le top du top. Ça, je vous le dis, là, ça, c'est que ça supporte bien, on est à l'aise là-dedans, puis surtout, ça ne rentre pas dans le raie. C'est important pour un gars d'avoir une bonne paire de bobettes. Je vous les conseille très fortement. Je vous invite à écouter notre prochaine émission. On a un spécial forêt avec Marc Gilbert qui a occupé toutes sortes de fonctions dans le milieu forestier pendant 45 ans. C'est à ne pas manquer.